Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous m'avez posé plein de questions et je vais y répondre dans cette nouvelle vidéo, dans ce 3e épisode du Foodcast. Faut savoir que quand je dis que vous m'avez posé beaucoup de questions, j'ai reçu vraiment énormément de questions. Du coup, on va faire 2 épisodes avec vos questions et on va commencer maintenant. Alors il y a une question qui revient tout le temps, je pense que c'est celle qui revient le plus. Es-tu invité dans tous les restos que tu testes? Non, je suis pas tout le temps invité dans les restos dans lesquels je vais. Il y a plusieurs cas de figure. Déjà, il y a beaucoup de demandes entrantes. Il faut savoir que tous les jours, sur Insta, par mail ou par d'autres moyens, je reçois entre 15 et 20 invitations de restaurants. Il y a un peu de tout, évidemment. Dans ces cas-là, évidemment, les restaurateurs, ils me disent « Bah voilà, on aimerait que tu viennes, on t'invite. » Donc, j'accepte ou pas les invitations. Ensuite, il y a les restaurants que je démarche moi-même. Et dans ces cas-là, je ne suis pas toujours invité. Évidemment, ça m'arrive de payer ma note. Et puis, il y a aussi les restaurants que je fais sans avoir prémédité ma visite. Donc, bah voilà, je me balade et puis j'ai envie de me faire un resto. Et dans ces cas-là, évidemment, il n'est pas question que j'aille demander à être invité. Mais je tiens à préciser, parce que je sais que ça arrive ensuite, il y a une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que tu peux être objectif quand tu ne payes pas l'addition? Eh bien oui, c'est très simple, moi je précise toujours aux restaurateurs quand ils m'invitent que je suis ok pour être invité, mais que d'une, je veux être traité comme un client normal, que si c'est pas le cas, je publierai pas de vidéo. Et que 2, si l'expérience ne me plaît pas, je ne publierai pas de vidéo, ou s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, bah, je le dirai dans la vidéo. Vous voyez toujours, je le précise quand je suis invité, je le précise aussi quand je suis rémunéré, puisque ça m'arrive aussi d'être rémunéré sur certaines vidéos. Il y a une question de Nicolas, tiens. As-tu déjà eu de mauvaises expériences avec des restaurants? Ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est que oui, parfois, il y a des restaurants où je suis déçu de l'expérience que je vis et dans ces cas-là je décide de ne pas publier et moi j'ai plutôt envie de partager des bonnes adresses, donner envie aux gens d'aller dans des bons restos plutôt que de défoncer des restaurants, des restaurateurs. Chacun essaye de faire son taf comme il le peut et vraiment j'ai envie de me concentrer sur le positif et plutôt donner envie aux gens d'aller découvrir des pépites. Il y a Julie qui me pose une question qui est assez intéressante. Comment gères-tu la critique des abonnés et les haters? Il y a un truc qui est fou, c'est que la gastronomie, a priori, c'est pas une thématique qui porte à polémique. Et pourtant, dans 100% de mes vidéos, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui viennent insulter, qui viennent faire des reproches. Moi, les critiques, honnêtement, ça me touche absolument pas. Mais quand je vous dis ça me touche pas, ça me passe au-dessus. Parce que j'ai la chance d'avoir déjà une première vie professionnelle où je faisais de la radio, donc j'avais déjà un métier un peu public et je me suis déjà pris beaucoup de critiques depuis que j'ai commencé ma carrière de radio, donc j'ai commencé très tôt et dès mes 15 ans, la première fois que j'ai ouvert la bouche en radio, je me rappelle même il y a un mec qui m'a dit « Oublie la radio, t'as une voix qui ne passera jamais à la radio. Quand t'as 15 ans, quand t'es passionné de radio et qu'on te dit ça, bah déjà tu comprends que ça va pas être facile. » Mais du coup je me suis blindé extrêmement tôt, extrêmement jeune, j'ai compris que les critiques en fait c'était souvent des gens qui extériorisaient leur jalousie et leur aigreur peut-être de leur vie, etc. Donc vraiment ça me passe vraiment largement au-dessus. Les seuls trucs qui me font un peu de peine, c'est que j'ai partagé par exemple des vidéos avec ma maman, des recettes avec ma maman ou des vidéos avec mes parents sur YouTube que je vous invite d'ailleurs à retrouver sur ma chaîne où j'ai fait manger de la junk food à mes parents. Et là, quand ça touche mes parents, les critiques, évidemment, c'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, vous pouvez me défoncer, me critiquer sur mon physique, sur mes contenus, sur tout ce que vous voulez, ça me touche pas du tout. Encore que les critiques constructives, ça, je les accepte et je les analyse avec grand plaisir, évidemment. On parle pas de la même chose, là, je parle vraiment des haters. Les critiques constructives, elles font avancer et ça, je les analyse avec toujours beaucoup d'intérêt et moi, je me remets tout le temps en question, donc les critiques constructives, c'est hyper enrichissant. Tiens, il y a une question d'Antoine, est-ce que tu gagnes ta vie uniquement avec les réseaux sociaux? Oui, aujourd'hui je gagne ma vie que avec les réseaux sociaux, qu'avec mon compte Le Pari d'Alexis. Et d'ailleurs, pour être tout à fait transparent, comment je gagne ma vie? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a quelques plateformes qui rémunèrent les créateurs pour leurs vidéos. Donc, c'est le cas notamment de TikTok, de YouTube. On va dire ce qui me permet de gagner ma vie, c'est surtout les collaborations avec des marques. Je sais pas, ça peut être avec Andros, par exemple. Récemment, on a fait un contenu autour de la Chandler. De la Chandler, yeah. De la Chandler. Je fais aussi des collaborations avec Deliveroo. Je fais des collaborations, voilà, à Noël avec les chocolats Lindt ou encore
encore avec, là, avec le salon de l'agriculture aussi, je fais une collaboration bientôt pour mettre en avant le hall des régions. Donc voilà, j'essaye toujours de faire des collabs avec des marques qui sont en accord avec mes valeurs, et vous me verrez jamais faire de collaboration avec des marques que je ne valide pas à 100%. Je serai jamais payé par des fast-food pour faire des vidéos. Je dis pas que je ne teste pas de fast-food, je dis que je veux pas gagner d'argent avec l'argent des fast-food américains ou autres d'ailleurs. Et puis il y a également quelques restaurants aussi où je suis rémunéré, et il faut le dire, mais c'est toujours indiqué. Là encore une fois, je fais vraiment très attention à être totalement transparent, à jamais prendre les gens en traître et à ne pas vous tromper. Le plus important pour moi, c'est que vous sachiez quand je suis rémunéré, quand je suis invité, mais encore une fois, ça n'a pas d'impact sur ce que je dis dans mes vidéos, et ça vraiment, je tiens à être très clair là-dessus, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Évidemment, je peux pas être maître de la qualité d'un restaurant dans la longueur, les choses peuvent changer, peuvent évoluer, et si je reçois beaucoup de critiques négatives sur un restaurant que j'ai recommandé, évidemment, soit j'enlève la vidéo parce que le restaurant n'a plus la qualité que j'estime être nécessaire pour être présent sur mon compte, soit je vais retester le restaurant et j'avise en ces cas-là en fonction de l'expérience que j'ai vécue. Moment important les amis, j'ai une question d'Eric qui me demande: comment as-tu vécu ta condamnation? Oh là là, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Première chose, je n'ai pas été condamné. Il y a 3 ans, je reçois un courrier, un encart bleu, blanc, rouge qui fait flipper, qui te dit: vous êtes convoqué tel jour à telle heure à la DGCCRF pour répondre à nos questions. Donc déjà tu flippes un peu, je vais sur place et en fait là on est en 2022. Donc on est 1 an avant le vote de la loi sur l'encadrement de l'influence. Il y a une loi qui a été votée par Bruno Le Maire à l'époque, qui était ministre de l'économie, qui a proposé cette loi au Parlement et qui ont donc voté cette loi pour encadrer l'influence, notamment suite à toutes les dérives des influx voleurs et des mecs à Dubaï qui font du dropshipping, etc. Donc il fallait une loi qui encadre ça. Elle a été votée en 2023. C'est une loi qui obligeait notamment à préciser dans les posts la mention collaboration commerciale lorsque tu reçois une rémunération en échange d'une vidéo. Donc ça, la loi elle est votée en juin 2023. Moi, on me convoque en 2022, donc 1 an avant le vote de cette loi, mais c'était même pas encore question de cette loi ou quoi que ce soit. Et donc ils me disent voilà, sur l'année 2020, 2021 et 2022, il y a 5 posts sur lesquels vous avez oublié de mettre la mention collaboration commerciale. Je ne réfute absolument pas cette erreur de ma part. Je l'assume à 100%, j'ai oublié effectivement sur 5 posts, sur plus de 300-400 posts. Je rappelle qu'on est avant le vote de la loi française. Donc en théorie, on aurait dû me dire bah c'est pas bien, mais bon, il n'y a pas de loi qui vous oblige à faire ça, donc merci, au revoir. Eh ben non, la DGCCRF s'est appuyée sur un règlement européen pour me dire que j'avais eu une pratique commerciale trompeuse parce que j'avais oublié sur 5 postes de mettre la collaboration commerciale rémunérée. L'entretien s'achève et ils me disent bah voilà, vous allez recevoir de nos nouvelles dans quelques semaines ou quelques mois pour vous indiquer la suite de la procédure. Un beau jour, 1 an après, tout d'un coup je reçois un courrier me disant voilà, on a statué sur votre sort. Ils ont quand même mis plus de 12 mois à statuer sur mon sort. On vous propose une amende transactionnelle. La DGCCRF, avant d'entamer des poursuites judiciaires éventuelles, dit bah nous ce qu'on vous propose, c'est de payer tout de suite 3500 € d'amende et c'est terminé, on se quitte bons amis, merci, au revoir. Moi j'avais donc 3 possibilités face à cette proposition. Soit d'accepter tout de suite de payer 3500 € et cette procédure s'arrête. Soit j'accepte pas l'amende transactionnelle qu'il me propose, et dans ces cas-là, la DGCRF transmet le dossier au juge. J'avais pas envie d'aller plus loin, j'avais pas envie de jouer à la roulette avec la justice, donc je me suis dit bah écoute Alexis, paye tout de suite 3500 € d'amende, et comme ça, bah voilà, tu passes à autre chose. Donc j'ai accepté cette amende transactionnelle qui n'est pas une condamnation, je le rappelle, c'est une amende. C'est comme quand vous oubliez de payer votre place de stationnement, bah vous allez recevoir une amende. Alors elle n'est pas transactionnelle, mais c'est une amende, c'est pas une condamnation. J'insiste bien là-dessus, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je paye, plusieurs mois s'écoulent, et tout d'un coup, au bout de 6 mois, la DGCCRF décide de publier sur son compte Instagram un post avec marqué Alexis Thiebaud, le pari d'Alexis, a reçu une amende de 3500 € pour pratique commerciale trompeuse. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y a des journalistes qui
tombe là-dessus et qui se dit tiens, ça sent l'article un peu putaclic, je vais écrire un article en disant l'influenceur Le Pari d'Alexis condamné à une amende de 3500 € d'amende. Et là, eh ben, il se passe un truc qui est incroyable, c'est que cet article-là a déclenché plein d'autres articles, d'autres journalistes qui, comme des moutons, sont allés copier-coller l'article du premier journaliste et n'ont pas cherché à comprendre et ont répété en gros le travail en changeant un peu les mots, limite ils l'ont fait avec ChatGPT, qui ont tous repris exactement les mêmes éléments de langage que dans le premier article du premier journaliste. Il n'y en a pas un seul qui a pris la peine de décrocher son téléphone pour avoir ma version des faits. Ce qui quand même me semble être la base du métier de journaliste. Quand vous tapez mon nom sur Google, vous voyez Alexis Thiebaud condamné alors que c'est faux. Et donc j'ai décidé de ne pas répondre parce que je sais que si j'avais voulu répondre et commencer à avoir des droits de réponse, j'aurais fait que remettre 50 balles dans la machine. Mais je vous avoue que quand ça s'est tombé, moi j'étais à l'autre bout de la planète, j'étais en voyage aux États-Unis. J'ai passé une journée extrêmement compliquée, à ne pas pouvoir répondre en plus à quelque chose qui est faux, c'est horrible. Donc j'ai fait profil bas, je me suis dit écoute, c'est pas grave, ça va passer, c'est très dur à vivre. Maintenant, voilà, je me dis que c'est aussi le revers de la médaille quand on fait un métier un peu public et quand tu es exposé sur les réseaux et que voilà, c'est comme ça. Je rappelle encore une fois que c'est quelque chose qui m'est arrivé 2 ans avant le vote de la loi sur les influenceurs. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un avocat spécialisé dans l'influence qui m'a dit, je racontais toute l'histoire, et il m'a dit en fait ce que tu aurais dû faire, c'est tu n'aurais pas dû accepter l'amende transactionnelle, tu aurais dû demander à ce que le dossier soit jugé par un juge, et le juge, compte tenu du fait que la loi française n'avait pas encore mis dans le code pénal la loi sur l'influence responsable, le juge aurait abandonné les poursuites et tu n'aurais pas eu toute cette histoire d'amende. C'est comme ça, maintenant j'en paye les conséquences. Après, je vous avoue que ça m'a pas changé ma vie non plus, c'est juste que y a des articles faux avec des choses fausses écrites sur moi et que c'est pas agréable. Mais en tout cas, ça m'a servi de leçon et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très pointilleux et très précis sur les termes légaux à associer dans les publications sur lesquelles je suis rémunéré ou invité. On me la refera pas 2 fois, donc voilà. Bon les amis, il y a encore plein de questions auxquelles j'ai pas répondu, on va pas avoir le temps de les faire aujourd'hui, donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Footcast où je répondrai encore une fois à toutes vos questions. D'ailleurs si vous en avez des nouvelles, des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. À bientôt.